Bonsoir à tous et à toutes. Attachez vos ceintures. Je vais vous sortir un peu des différentes zones de confort aussi. Ce que j'ai toujours, c'est dès qu'on commence à parler du réchauffement du climat, on montre déjà qu'on n'a pas compris de quoi il s'agit. Ce n'est qu'un petit symptôme de quelque chose de beaucoup plus grave et beaucoup plus urgent. Et ça commence en fait avec l'évolution des dépassements multiples des limites planétaires. Déjà en 2009, vous voyez que le climat, je ne sais pas si mon curseur est visible sur l'image là. Oui. Ça c'était le climat en 2009. Et ça c'était la biodiversité. Donc déjà à ce moment, on aurait dû dire que c'est une crise de la nature. Mais ça met en question nos prérogatives sur l'usage de surface. Ça met en question notre comportement. Donc Al Gore s'est focalisé sur ce qui gêne le moins le business des Américains, et c'était les émissions. Et donc les engrais, phosphate et azote, et les autres, les données manquaient, mais petit à petit, on a un peu détaillé les données de la nature. Le climat commence à s'accélérer un peu. Le phosphate et l'azote, on connaît les chiffres. Maintenant, on a ajouté le PFAS et le PFOS. Et on en a 6 qui sont dépassés en 23. Et j'ai entendu il y a 2 semaines, c'est pour ça que j'ai ajouté une flèche, que l'acidification des océans a aussi dépassé la limite planétaire. Et c'est assez grave parce que les océans produisent 75% de notre oxygène. Les arbres ne produisent que 25 à 30%. Le reste vient du plancton, qui ce sont aussi des petites bestioles avec des structures en calcaire. Et dès que le CO2 en contact avec l'eau, ça fait descendre le pH, ça devient plus acide, comme dans ta cafetière, le calcaire s'en va, ensemble avec les corails et le phytoplancton. Donc on est vraiment en train de tuer la machine qui nous a créés, qui tient toutes les formes de vie en vie, qui donne de la nourriture, des températures vivables, de l'eau potable. Et on a changé ça la Terre est devenue un produit d'investissement. J'ai une petite théorie philosophique que je garde pour la fin. Mais je vous conseille les liens, donc le PDF sera distribué à tous les étudiants, à tous les enseignants. Ces 2 liens sont des textes dont je ne donne que l'affiche, qui méritent vraiment d'être lus. Richard Heinberg, à gauche, le texte, il écrit en 2017, il y a 7 ans donc. Why climate change is not our biggest environmental problem and why technology, although necessary, will not save us. Donc il n'est pas, c'est pas dans le négationnisme du climat, mais il dit en fait c'est tout autre chose qui est beaucoup plus grave, c'est l'écroulement de cet écosystème planétaire, c'est l'artificialisation du sol, c'est la mortalité énorme dans les grands animaux et les grands vertébrés, les grands poissons et les rapaces. Et l'autre texte, il a vraiment la diplomatie et la politesse d'une lame de rasoir. Il dit simplement « Climate change is irrelevant, economical growth is a myth, and sustainability is 40 years too late ». Et il parle de démographie, de capitalisme, de pollution. Le fait que si l'océan flotte plein de plastique, ça n'a rien à voir avec le climat. Ce n'est pas dû aux émissions de CO2. Si on a tué entre 80 et 90% des animaux, ça n'a rien à voir avec le climat. Et il y a 2 ans, j'étais dans le théâtre de l'Espoir à Ostende pour les écoliers des écoles moyennes qui viennent lire et déclamer leurs soucis. Bientôt, le climat va commencer à éradiquer les animaux. J'ai presque eu une crise cardiaque. Ils ne savaient pas que 80 à 90% des individus des grandes espèces étaient déjà morts en l'année 2000. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Je n'ai jamais compris ça. J'ai toujours l'idée que je vis dans un cauchemar et qu'il y a quelqu'un qui refuse de m'éveiller. Parce que la Terre est un système, comme un manteau à 3 couches. L'eau, le sol et l'air. Et ces 3 couches sont détruites. On a sorti 80% de la masse, la biomasse des poissons, donc c'est le poids carbone. Parce que toute la chimie du monde, de la vie organique, c'est une chimie carbone.
on a presque tourné toute la surface fertile de la Terre en espace humain. Et oui, l'air, il est plein de gaz à effet de serre. Pas beaucoup, mais qui ont un effet assez spectaculaire. Mais des chiffres que je connais de l'année 2000, mais qui sont maintenant actualisés, le dernier chiffre que j'ai, c'est... D'ailleurs, je n'ai pas d'opinion, j'ai que des données toute la soirée. Et je vous conseille Our World in Data. C'est une base de données très connue, peer-reviewed par Oxford Cambridge au Royaume-Uni et les Ivy League Universities dans les États-Unis. Donc c'est quelque chose qui est actualisé fréquemment et qui est assez fiable. Et ce qu'on voit ici, en fait, le problème ne date même pas de la révolution industrielle. Il a commencé au moment où il y a deux professions qui sont nées, c'est l'agriculture et l'architecture. Il y a 10 000 ans, on s'est arrêté à chasser et à cueillir. On est devenu sédentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a trouvé aucun exemple d'une présence humaine sédentaire qui n'a pas éradiqué dans les 2-3 décennies tous les grands vertébrés dans son rayon d'influence, sauf les vertébrés qu'ils ont gardés pour les domestiquer comme animal de compagnie ou bétail. Et donc on voit tout de suite que le monde sauvage, et en fait la nature, il y a pas mal de définitions, biodiversité, ce n'est pas la diversité, c'est surtout la quantité qu'il faut mesurer. C'est des formes de vie en autonomie. La nature n'est pas un jardin zoologique. C'est presque le cas maintenant. Le Kruger Park, ce n'est pas vraiment grand si tu le compares avec l'Afrique. Donc ce qui est encore vraiment de la vie sauvage, c'est presque dans des asiles clôturés que c'est tenu à peine en vie, parce qu'il y a plus de braconniers que de gardes-chasse. Et ce qu'on voit, c'est que lentement, le succès de notre vie sédentaire a créé une croissance énorme dans le bétail et dans les humains. Et de nos jours, le poids carbone des vertébrés mammifères, c'est 35% d'humains, 63% de bétail et seulement 2% d'animaux sauvages. Et en Flandre et en Wallonie, nous et notre bétail, c'est 99,9%. Et ce n'est qu'un dixième de pourcent, donc un millième du poids carbone des vertébrés sont encore des mammifères sauvages. Et on parle aller dans la rue, c'est quoi le grand problème écologique? Il y en a qui ne savent rien du tout, il y a des gens qui nient le problème du climat, et ceux que tu crois qu'ils ont des soucis pour l'écologie vont dire c'est le réchauffement. Eh bien non. Si 2% de la vie sauvage est tout ce qui reste sur la planète, et chez nous c'est même moins qu'un dixième de pourcent, ce n'est pas le climat. Et pour autant que le narratif ne change pas, la loi de la restauration de nature qui était à 30% de nature protégée était d'abord amendée avec 2/3 de ces 30% qui peuvent encore contenir de l'agriculture nature inclusive. Je ne sais pas ce que c'est du greenwashing. Et maintenant c'est 20% et on va quand même encore un peu la pause parce qu'on va d'abord résoudre le climat qu'on n'est pas en train de résoudre du tout. Par exemple, le déclin des lions, il y en avait entre 2,5 millions et 3 millions il y a 3 millénaires. C'est ce qu'on est rétroactif, on a calculé, il y a une marge de presque un demi-million en erreur de calcul. Il y en avait encore 1,2 million au début du 19e siècle ici, et maintenant on est à 20 000. Donc c'est plus que 99%. Parce que tout ce qui est dangereux, tout ce qui veut nous manger, tout ce qui a besoin de beaucoup de place, c'est ça qui a le plus souffert. Les colons qui ont quitté l'Europe pour faire la conquête de l'Amérique du Nord ont décimé les 3 millions de bisons qui étaient là jusqu'à 250 avant qu'on les a protégés. La noblesse en Europe, 19e siècle, grâce à l'invention des meilleurs fusils, a tué presque 80% des grands vertébrés, parce que la chasse était un sport. Et on a toujours des problèmes avec les chasseurs. Et ces 20 millions, c'est sous le seuil de la consanguinité. Ça veut dire que dans les parcs en Afrique, chaque 2 générations, on bouge les animaux pour croiser les ADN. Parce que la genetic pool, elle est trop homogène. Et dès que tu passes en dessous de quelques milliers d'exemplaires,
tu risques qu'ils ont tous les mêmes faiblesses pour une pandémie, pour une maladie ou pour un prédateur, et ils vont s'en aller tous ensemble. Et ça, ce sont des données du WWF. Ce sont les causes de la disparition de biodiversité. Les diagrammes en forme de tarte sont légèrement différents dans les différents continents, mais ce qu'on voit à gauche, c'est que la cause principale, et c'est partout presque la moitié de la biodiversité, c'est changes in land use, c'est l'artificialisation du sol. On a volé l'espace de vie des animaux. C'est très simple. Et en fait, notre profession était, nous sommes les dents avec lesquelles l'humanité a bouffé la nature. Dès qu'il y a 2 km² de nature qui ont été transformés en parking, en zoning industriel, en master plan pour le développement de l'humanité, c'est nous qui avons fait les plans. Donc c'est peut-être temps de nous réinventer comme dernière ligne de défense de la petite marge qu'on n'a pas encore détruite, et pas seulement défendre, parce que ça on est très créatif en racontant du bullshit sur l'histoire, parce on dit qu'il faut urgemment préserver la biodiversité. Donc on parle en Belgique du 0,1%. Donc tu es à côté d'un piéton qui a été renversé par un camion et l'ambulance prend la petite boîte de pied pour l'accrocher avec un Baxter pour sauver le doigt de pied. C'est assez ridicule. Mais c'est ce qu'on fait, préserver la biodiversité. Non, il faut reconstruire la biodiversité. Il faut démolir des lotissements. Ça ne sera pas gentil, ce qu'il faut faire maintenant. On a été vraiment des bandits avec notre propre créateur. Deuxièmement, la surexploitation d'espèces, c'est surtout la surpêche. Troisièmement, les espèces invasives. Normalement, dans une nature saine, pendant des millions d'années, il n'y avait que des espèces invasives qui ont créé des mutations, et nous. Ce n'est qu'au moment maintenant qu'il y a très peu de nature que la migration d'espèces rentre dans des zones de nature qui sont tellement petites et tellement fragmentées qu'ils ont perdu toute leur résilience. Donc normalement, des espèces invasives devraient être une bonne chose dès qu'on a de nouveau au moins 30% de nature. En fait, la moitié de la planète devrait être réensauvagée. Mais je reviens là-dessus plus tard. Puis il y a la pollution, 5e, le climat. Et tu vois dans les diagrammes, le climat, c'est responsable, ça commence maintenant 5, 6, 7% d'espèces qui souffrent commencent à souffrir du réchauffement. Donc c'est vraiment surtout les deux premiers, la surpêche et voler leur espace de vie, qui tuent entre 70 et 80% des espèces et des individus dans chaque espèce. Et le fait qu'on n'a vraiment pas compris de quoi il s'agit, ça fait par exemple la preuve que Tesla, la première usine en Allemagne, en 2 phases, a déjà coupé, taillé presque 200 hectares de forêt. Ici, c'est le premier truc, c'était 90 hectares. À peu près maintenant, il y a une deuxième phase d'encore 100 hectares. Et le problème, c'est qu'un rhinocéros n'a pas besoin d'une Tesla. Et pour autant qu'on ne comprend ça, pas vraiment comme il faut, on fait des idioties. On tue la nature pour sauver l'écosystème, soi-disant, pour sauver le climat. Et les écolos en Allemagne avaient peur du nucléaire, donc ils ont construit des centrales qui travaillent sur la tourbe. C'est des millions de tonnes de CO2 qu'on a émis et des milliers d'hectares de forêt qu'on a taillés. Donc on n'est pas vraiment une espèce intelligente. Et ce qui est le plus effrayant, c'est qu'il y a 3 problèmes. Il y a beaucoup trop de gens. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Il faut rentrer entre 1 et 3 milliards pour ne pas dépasser aucune limite planétaire, et même seulement sous réserve d'atteindre tout ce qu'on peut déjà faire en donut economy, zero emissions, la moitié de la Terre en nature, inclusion, système égalitaire, une bonne gouvernance, une économie de coopérative qui redistribue la richesse. Donc il faut changer tout. Et là, seulement dans le meilleur des cas, ça sera entre 1 et 3 milliards. Donc on ne se rend pas compte du tout qu'on a vraiment, c'était encore dans le journal ce matin, la crise de la disponibilité d'eau douce sur la planète est en train de devenir très très grande.
Le climat, la démographie, ça va aller très vite. Dès qu'on a des droits de femmes, une gouvernance comme il faut, un système sanitaire et une bonne scolarité, donc pas de pauvreté sur Terre, pas de capitalisme qui presse comme un citron les pays pauvres. Les chiffres de natalité, je vais vous démontrer les diagrammes, vont descendre doucement parce que descendre trop vite, ce n'est pas possible parce qu'on ne pourra plus payer nos pensions. Mais donc 3-4 siècles. Mais le climat, ça sera entre 1000 et 1400 années. Il faut déjà 200-300 ans pour sortir le trop-plein de CO2, lentement, la captation de l'atmosphère. Et là, tu as encore une inertie thermique d'à peu près un millénaire pour réatteindre les bonnes températures du passé. Mais des espèces qui sont vraiment mortes, extinctes, et tu commences à réensauvager la nature et tu attends les mutations et la sélection darwiniste pour recréer une nouvelle espèce qui, par exemple, joue le même rôle dans la chaîne alimentaire comme le rhinocéros, on a calculé le temps de spéciation, species, la formation d'une nouvelle espèce. C'est pour 50 000 espèces, le temps de création d'une espèce qui remplace est 2 millions d'années. Donc là, avec cette destruction de la biodiversité, on est en train de jongler avec des dangers qui ont un horizon et un délai qui dépassent notre capacité de conception et d'échelle. Et on voit des idiots qui jettent des panneaux PV dans la nature, qui jettent des panneaux PV qui flottent sur l'eau. Mais les 5 premiers mètres sous l'eau, c'est une forêt de plantes. Ça a besoin de lumière du soleil. C'est la nourriture pour les poissons. Donc on doit rétrécir tout ce qu'on fait. Donc des écoterritoires sont vides. À la moitié des écoterritoires, on n'est pas là, sauf que sur les sentiers en caillebotis comme dans les Hauts-de-Fagne. Le marché est un grand problème. Le modèle capitaliste a en fait tué l'agriculture. Chaque 10 années, on avait des nouveaux systèmes de biotechnologie qui nous donnaient la capacité de doubler la production de nourriture en kilos par hectare. Et au lieu de redonner un peu de surface à la nature, c'est la technologie qui était chère, qui était sous patent, qui a été achetée par les grands producteurs industriels en agriculture pour faire 2 fois plus de nourriture et la vendre à moitié du prix pour sortir les petits paysans du marché. Donc c'était une bataille organisée par la bourse, une lutte pour sa quote-part dans le marché et pas nourrir les gens avec une nourriture comme il faut, en équilibre avec une nature qui reste saine et vivante. Et ce que ça a causé, c'est que chaque 10 années, on a donc divisé les prix et il y a un siècle, le budget d'une famille pour la nourriture était à peu près la moitié et maintenant c'est aux alentours de 10-12%, parfois un peu moins. Ça dépend du nombre de fois que tu vas manger au restaurant. Et bien que chez nous, l'agriculture travaille sur à peu près 45 à 50% du territoire, elle ne représente, ça c'est le chiffre belge, que 0,4% du produit national brut. Quel secteur peut revendiquer la moitié du pays et ne produire que 1-2 centièmes de la valeur économique? Parce que le prix du lait, pour le moment, est plus bas que le coût de production. 40% de nos fermiers vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est le secteur avec le plus haut pourcentage de suicides. Et ils veulent plus de surface, et plus d'engrais, et plus d'azote, au lieu de dire moins de surface, beaucoup plus d'argent par kilo. Et 2/3 des terres agricoles ne produisent que de la nourriture pour bétail parce qu'on mange trop de viande. Donc les paysans sont vraiment presque, je dirais, dirigés par des régisseurs dans un mauvais film vers des discours qui ne tiennent même pas la route et qui ne sont pas en faveur de leurs propres intérêts. Et ce qu'on voit, c'est que ce capitalisme qui travaille comme le féodal à travers l'actionnaire, qui ne fait rien sauf avoir quelque chose avec lequel une usine, un terrain, il laisse travailler les gens et il les paye moins que la valeur qu'il crée
les biens qu'il a, les moyens de production. Et donc, il y a quelques années, il y avait encore les 50 ou 60 personnes les plus riches avaient la même richesse que la moitié pauvre de la population globale. Maintenant, ce n'est que 8 personnes qui ont ensemble, ces 8, la même richesse que 4 milliards de pauvres. C'est assez malade comme idée et concept. Et Progress and Poverty, Henry George, en 1879, a écrit un livre qui dit « Pour autant que nos modèles économiques sont des copies du féodal, la pauvreté va toujours croître ensemble avec la richesse. » Et c'est surtout l'inégalité qui ne sort pas pour autant que tu n'as pas un capitalisme accessible pour tous. Parce que le communisme concentre les actionnaires chez l'État. Donc c'est surtout une économie de partage où tout le monde sera actionnaire, un capitalisme avec et pour tous, qui n'a plus besoin d'une croissance éternelle, qui peut nous sortir. Parce que sans marché, si toi tu produis des clous et moi du pain et tu as besoin du ruban adhésif, on ne peut pas s'aider sans argent et sans marché. Et donc ce que ce modèle économique de croissance éternelle a fait, c'est un peu le message d'Adam et Ève. On a été féconds, on a fait la conquête de la terre, c'est quoi le nouveau job? C'est quoi notre prochaine tâche? Et au journal, la crise économique, la croissance est en baisse, il y a une crise, il y a un spécialiste, un politicien, un économiste. Ce qu'on doit faire dans ce stade-ci, c'est de nouveau faire croître notre consommation. Et le living est déjà plein de brol et de bazar, et tout le monde est dépressif parce qu'on n'a même plus le désir d'acheter encore quelque chose. De chacune des choses, on a déjà 3, dont 2 qui sont moitié cassées. Et donc ça, c'est le problème. Nous sommes l'espèce invasive. Nous sommes des sauterelles, on est partout. Il n'y a presque aucun endroit de la Terre qui n'a pas été renversé par nous. Et nous sommes donc la maladie et la seule espèce qui peut corriger ça. Nous sommes le docteur en même temps. Mais on ne peut pas opérer avec de l'anesthésie parce qu'alors on dort. On ne peut pas faire dormir le patient qui est docteur et maladie en même temps. Et ça, c'est le pénible. On doit guérir de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive. Nous arrivons. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. L'espèce invasive, vous la rencontrez chaque matin dans le miroir. Et si ça ne gère pas votre façon de dessiner, de concevoir des écoterritoires, vous allez chipoter dans la marge comme la plupart des politiciens et la plupart des gens aujourd'hui. Et donc à droite, je rigole un peu avec ma profession d'architecte. On bouffe de la nature et on chie du béton et des maisons. Et il n'y a pas encore de fonction backwards de faire ça dans l'autre sens. Et pour comprendre un peu les liens entre cette économie, cette démographie et ces processus, c'est de savoir que le dépassement des limites planétaires se calcule en global et par pays. Donc le Overshoot Day de toute l'humanité en 23 était le 2 août. Ça veut dire que c'est la date à laquelle tout ce que la Terre peut produire et subir dans une année, on l'a déjà consommé, et le reste des mois de 23, on a vécu sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants et sur le dos des autres formes de vie et des écosystèmes. Donc on va dans le rouge chaque année. On fait des empreintes qu'on ne peut pas rembourser. Mais chaque pays a aussi sa date de dépassement. Par exemple, la Belgique, c'est le 5e le plus mauvais de tous les élèves de la classe planétaire. Si tout le monde sur Terre aurait l'empreinte moyenne d'un Belge, on aurait besoin de 4 planètes. Donc ça veut dire, si tout le monde vivait comme un Belge, le maximum par planète est 1/4 de 8 milliards, c'est 2 milliards de gens. Ce n'est pas une opinion, c'est le calcul qui est là, c'est les jours de dépassement. C'est très simple. Et chaque année, de plus en plus de pays ont un jour de dépassement, même les pauvres. En fait, il n'y a que quelques petits pays qui n'ont pas encore de jour de dépassement, mais ils vivent en enfer. C'est le Burkina Faso, c'est le Yémen, c'est Bangladesh, c'est Bénin, c'est des pays où il n'y a pas de système scolaire, pas de système sanitaire, surtout pas des droits des femmes, où l'expectation de vie et la durée de vie est assez courte.
Par exemple, au Congo, c'est 45 ans. À l'âge de 5 ans au Congo, la moitié des enfants sont morts. J'ai visité des villages au Congo où j'ai vu des filles de 19 ans qui étaient enceintes de leur 4e enfant. Dans un village où il n'y avait même pas de capote ni d'aspirine, il n'y avait rien. Parce que ça, il faut que ça coûte 6 000 € si on les paye comme il faut, et maintenant c'est 600. Donc il y a un problème. Hein. Un t-shirt de 2 € chez Zeeman et Vibra, comment est-ce que ça fait que c'est fait avec du coton pour lequel on a coupé de la forêt vierge? Et on l'a coloré, tissé, on a cousu les t-shirts, emballés en sac de plastique, avion, bateau, et ici c'est vendu pour 2 €. Qui a gagné combien dans cette chaîne de production? C'est pas illégal chez nous, pourquoi pas? On est quand même en train d'orchestrer une asile de fous. Pendant les soldes, ces t-shirts coûtent 1,5 €. Les laver, c'est déjà plus cher que de les jeter. Donc là, on voit que le overshoot, ça vous fait comprendre, même si les empreintes sont inégales, parce qu'il y a pas mal de discours qui disent la surpopulation, c'est un faux discours, parce que c'est que les riches qui émettent. Mais les pauvres ont une empreinte qui est trop basse. Ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de gouvernance, ils n'ont pas de justice. Donc si nous, on donne notre empreinte aux pauvres sur Terre, la moyenne reste sur le 2 août. Donc il faut encore descendre. Et les calculs se font avec une société globale égalitaire et des moyennes qui n'existent pas encore, mais qui sont fiables. Et ce qui manque encore des calculs, c'est qu'en fait, on ne parle pas encore de la biodiversité, cette 50% de nature. Parce que les calculs qui prennent que le CO2, la pollution, c'est entre 3 et 4 milliards, peut-être même 5. Et dès que tu ajoutes, mais la moitié de la Terre doit devenir de la nature, alors ça chute soudain jusqu'à 1 à 3 milliards. Et j'ai demandé à ChatGPT il y a quelques semaines, il a pris quand même quelques minutes, mais parce qu'en fait, c'est une machine qui lit très vite tous les textes. Il m'a dit aussi c'est entre 1 et 3 milliards. Et ici, on voit l'invention de la pilule en 61, heureusement. Les taux de natalité ont chuté. Les prognoses disent que vers 2080, on va plafonner autour de 10 milliards et on va commencer à descendre. Et c'est Richard Attenborough qui le dit, hein, on ne peut vraiment pas se permettre de ne pas commencer à repenser notre nombre, parce qu'autrement, c'est la nature qui va le faire pour nous et ce serait beaucoup plus agressif et beaucoup moins supportable pour nous. Our World in Data, très intéressant, comparaison entre 1950 et 2015. Et ce qu'on voit donc sur l'axe X, c'est la mortalité enfantine, et sur les axes Y, c'est les taux de naissance. Et on voit que toutes les boules bougent vers la gauche et vers le bas. Et ceux qui restent ici, là-haut, c'est pas par hasard que ce sont les mêmes pays qui n'ont pas encore de date de dépassement parce qu'ils vivent encore en enfer. Et c'est surtout les droits de femmes. Chez l'UNICEF, ils m'ont dit, dès qu'on a un système, et il faut un système sanitaire, il faut une politique, une gouvernance stable, il faut un système beaucoup plus équitable dans l'économie locale pour avoir des droits de femmes. Et automatiquement, tu verras que les natalités sont spontanément en douce descente. Donc c'est surtout la pauvreté, c'est nouveau le capitalisme, en fait, de façon indirecte, qui est pour le moment la cause que dans les pays les plus pauvres, il faut faire des enfants de réserve parce que la moitié est morte avant l'âge de 5 ans. Dans le passé, des familles nombreuses étaient un signe de richesse. Sauf dans les pays où les ouvriers, il n'y avait pas de contraception, on voyait quand même des conditions sociales très, très difficiles pour les gens. Donc là aussi, c'est quelque chose, on ne peut plus nier ça. Heureusement qu'on a tué 80% des animaux parce qu'autrement, on n'aurait déjà pas assez d'eau douce pour nous. Je suis un peu cynique. Et donc ici, tu vois les calculs d'empreintes et de population, de densité. Il faut rentrer à peu près là, mais c'est pas
est vraiment facile d'atteindre. Ici, on voit les deux calculs, donc entre 4,9 et 3 milliards, si ce n'est que carbone et un peu de pollution, mais dès que tu ajoutes la biodiversité, c'est entre 3 et 1. Et sous réserve d'avoir fait tout, hein, le donut economy, le zéro carbone, l'inclusion totale, pas de pauvreté, pas de pollution, pas de surpêche. Et on ne réussit même pas à atteindre les objectifs du climat. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qui doit gérer aussi l'approche pour faire un contenu? C'est quoi un écoterritoire? Comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, le overshoot, le dépassement, c'est l'impact moyen multiplié avec le nombre de gens qui ont un impact. D'abord, les limites planétaires. Tu as la biodiversité, tu as l'azote et le phosphore, tu as les novel entities, c'est la pollution, le PFAS, plastique, etc. Tu as le climat et tu as l'acidification de l'eau, mais aussi la pénurie d'eau. Il y a de plus en plus de rivières qui n'atteignent plus la mer. Le Colorado River aux États-Unis, il entre au Mexique et il est sec à 200-300 km du Pacifique. Parce que Las Vegas n'a pas besoin de beaucoup d'eau et l'agriculture a besoin de beaucoup d'eau. Et c'est fini, la rivière n'existe plus. Et on a besoin d'électricité verte avec des centrales hydroélectriques, donc on va construire des barrages. Et avec des barrages de 100 mètres, il n'y a pas d'escalier pour poissons qui peut encore franchir ça. Donc on est en train aussi de tuer les populations de saumon et d'autres poissons qui rentrent dans les rivières pour se multiplier. À côté de ça, quels sont les buts et les champs d'action pour avoir un impact positif sur les limites planétaires? Réduire notre usage de surface. 50% de la Terre doit être protégée et sauvage. Heureusement, le Groenland est presque vide. Donc les pays qui ont une population plus dense comme l'Europe, et n'importe quel écosystème, même votre jardin privé avec la taille d'un mouchoir de poche, 25 à 30%, c'est le minimum, même sous une dalle de trottoir, pour avoir un écosystème vivant, qu'un quart doit être en autonomie. Tu ne touches à rien dans ce quart. Même dans ton jardin, si tu veux maximaliser la biodiversité avec la taille qui vit dans un jardin privé, ce n'est pas des loups, mais le maximum possible sera atteint à partir de 25 à 30%. Le maximum pas, mais le minimum pour soutenir quelque chose qui peut reprendre de l'autonomie. Puis, carboneutralité, ça c'est toujours aussi nécessaire. Et le contrôle spontané de la population lentement. Et puis, les deux grandes choses, c'est le capitalisme qui doit devenir coopératif et la gouvernance qui, due à l'inégalité et la polarisation, est en train de souffrir, devient extrême, gauche et droite, le centre est vide et les experts sont niés par les décisions politiques. Les idéologies sont des passe-partout qui ne marchent sur aucune des portes parce que ce sont des solutions qui ne sont pas adaptées au contexte. C'est toujours des solutions qui sont répétées. Et donc, je l'ai déjà dit en riant au début, nous sommes en train pour le moment de redécorer l'intérieur du Titanic et peut-être électrifier le bateau, mais il ne change pas, il ne vire pas de cap. Et donc, il va faire naufrage. Un Titanic électrique ne va pas dévier de l'iceberg. Parce qu'on ne voit pas l'iceberg. On croit que c'est l'émission de la cheminée de ce bateau. Eh bien non, ce n'est pas ça. Et ça veut dire qu'on doit changer notre gouvernance vers une gouvernance qui connaît les chiffres. Par exemple, c'est quoi, Our World in Data, c'est quoi les 4 qui tuent le minimum de gens par terawatt-heure d'électricité produite ou par qui a moins d'émissions CO2 par gigawattheure d'électricité? Eh bien, c'est les mêmes 4. C'est le soleil, le vent, le nucléaire et l'hydroélectrique. Ce n'est pas le reste. Ce n'est pas la biomasse. Un arbre que tu vas cramer, il ne va pas revenir comme arbre. Pour autant qu'on émet déjà trop pour le faire capter par les forêts. Et
j'ai constaté que dans pas mal de partis gauche, on est contre le nucléaire. On a fait la gaffe de le privatiser, mais la moitié des déchets sont déjà des hôpitaux, hein, parce qu'on veut quand même être scanné dès qu'on sent une petite boule dans le ventre ou dès qu'on a du cancer, on va quand même être traité avec des rayons et des isotopes. Et on sait parfaitement comment stocker les déchets. Des plaques tectoniques en subduction, comme dans la trench de Morian au est du Japon, une plaque qui, entre 500 000 et 1 million d'années, va fondre dans la magme profonde de la Terre. Donc si ici tu fores un tunnel vertical, tu mets tout dedans, tu jettes du béton, ben il va même pas toucher la nappe phréatique, il va disparaître lentement sous une autre plaque tectonique. Mais il n'y a que 5-6 endroits sur Terre. Donc il faut une solidarité planétaire. Et maintenant on a décidé, chaque pays doit stocker les déchets sur son propre terrain. Donc l'humanité refuse de travailler ensemble. Les Nations Unies n'ont rien à dire. Et ça, c'est un grand problème. Et donc, un chiffre qui me semble raisonnable, c'est si tu regardes les 3 désastres, Tchernobyl, Fukushima, 3 Mile Island, je crois que tu as 5-6 000 de morts directes et peut-être 10 000 max avec les cancers sur 30 ans. Je crois qu'à Fukushima, il y a eu un mort qui s'est heurté contre le bord d'un arrêt de bus en courant vers un autobus. Il est tombé avec son crâne contre le trottoir. Donc ce n'est pas le nucléaire qui l'a tué. Et si tu ajoutes les 2 bombes d'Hiroshima, Nagasaki et les cancers, là tu arrives à peut-être, donc le civique et les militaires, sur 80 années de nucléaire, tu arrives peut-être à 200-300 000 morts. Eh bien, j'ai constaté que dans le trafic des accidents de voiture, chaque année, il y a 1 300 000 de gens qui se meurent, c'est à peu près 143 personnes par heure. C'est un Boeing 737 qui chute chaque heure, avec tous les passagers morts. Dès que ça serait vrai, il n'y a personne qui ose encore prendre l'avion et on sourit tous en nous mettant dans nos voitures. Donc je ne me comprends pas comme espèce. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça? Que chaque année, 1 300 000 gens se meurent dans des accidents de voiture et on dit le nucléaire c'est dangereux, les lignes de haute tension qui vont emmener l'électricité verte des éoliennes en mer du Nord vers le continent sont contestées parce que peut-être il y a un petit effet de champ magnétique, mais je veux garder ma voiture. Où sont les chiffres? Où est le bon sens dans la politique et chez monsieur et madame tout le monde? Où sont les experts? Où sont nous? Où est le monde académique dans ce discours? Est-ce qu'on continue à chipoter, à faire des publications de livres et de doctorats, comme on dit, le comportement sexuel des sauterelles sous l'influence des vents du Passat? Ou est-ce qu'on va vraiment faire des choses sur le terrain et un peu hurler contre l'idiotie de l'humanité? Parce que les universités, pour moi, sont beaucoup trop passives et beaucoup trop dans la marche du scientifique et de la complexité. Sustainable Development Goals, c'était comme ça et ça ne marchait pas. Parce que j'ai trouvé que tout ce que j'ai dessiné une ligne noire autour des SDGs qui n'ont qu'un bénéficiaire et c'est nous-mêmes. Pas de pauvreté, pas de famine, santé, éducation, gender equality, clean water. L'humanité wants to take care of itself. Ah oui, on avait presque oublié le climate, l'eau, les animaux. Et là, ils ont dit, mais écoute, ça ne marche pas. Il y a même le numéro 8, croissance économique, est dans les SDGs. Qu'est-ce qu'ils ont fumé le jour qu'ils ont fait ça? La croissance économique est dans les SDGs. Il y a des gens qui ont mis, c'est quoi un straight jacket, une veste pour les fous, pour moins de sottises qu'ici. Bon, on a changé, on a dit, écoute, une économie saine a besoin d'une société stable et une société stable a besoin d'un écosystème en bon état. Et les tailles de chaque couleur est en proportion de son importance. Et c'est le premier schéma des SDGs qui nous raconte autre chose que cette idée que c'est tout pour nous. Et donc, Attenborough de nouveau, anyone who believes in an indefinite growth is on a physical, finite planet is either completely mad, crazy ou un économiste.
Mais il y a d'autres économistes maintenant, je les ai rencontrés, qui parlent d'une économie coopérative. Et par exemple, la société EcoPower en Flandre est une société qui produit du courant vert avec des éoliennes, qui est 100% dans les mains des citoyens. Même le CEO, c'est tante Irma, l'oncle Jules. J'ai acheté des actions, le maximum c'est 5 000 €. Il n'y a personne, Elon Musk ne peut pas acheter EcoPower. Un actionnaire n'a que 5 000 €. Ce ne sera jamais Tractebel ou Engie qui peuvent acheter ça. Et ça réinjecte du capital, un deuxième revenu parmi les citoyens. Et c'est le seul quartier, la seule zone en province de Flandre de Est, entre Gand et Bruges, où il n'y a presque pas de proteste contre les demandes de permis pour les éoliennes, parce que c'est leurs éoliennes. Donc là, on voit qu'il y a moins de polarisation, c'est plus facile la transition énergétique. Il y a une gouvernance qui souffre aux mains des NIMBYs et des gens qui sont banana. NIMBY, c'est not in my backyard. Banana, c'est built absolutely nothing anywhere near anyone. Ça, c'est la version encore pire. Et on voit quand même des exemples. Donc, je vire un peu vers l'optimisme maintenant et des exemples pour moi, ce sont des écoterritoires. Ça, c'est Nepcastle au Sussex, une ferme de 1400 hectares en produits laitiers qui a fait faillite. Et ils ont dit, écoute, on va faire autre chose, on va garder, mais choisir des variantes de bovins semi-sauvages. On va les laisser courir sur tout le territoire, on va déclôturer tout le système, des 4000 hectares, on ne va plus rien faire. Zero intervention agriculture, pas de pesticides, pas de maintenance, pas d'engrais. See what happens. 4 années de misère, d'insectes, de lutte de plantes invasives et tout, ils ont laissé faire. Tout c'est assez. La seule chose qu'ils ont fait pour changer ce paysage, c'est de tout à fait presque assainir le système des rivières et des petits canaux. Donc, le système des eaux était l'artère, l'ossature d'un écosystème fonctionnel. Et maintenant, c'est la ferme la plus rentable au Royaume-Uni, qui fait que des steaks bio pour les meilleurs restaurants Michelin. Toujours pas rentable en kilos par hectare, mais en cash. Le cash flow de Nepcastle est très bien dans le château. Il y a des cours, il y a des promenades, il y a des observations de nature, etc. Et toutes les espèces qui étaient menacées au Royaume-Uni sont revenues. Tu as des castors, tu as des loutres, tu as des chauves-souris, tu as presque tout, pas encore des loups, qui sont en train de revenir là. Donc ça montre quand même que tu peux... Avec 8 milliards, on aura toujours besoin d'agriculture industrielle. Forget urban farming, ça c'est chipotage dans la marche, c'est bien pour la mentalité et apprendre aux enfants que le lait au chocolat ne vient pas par des vaches brunes. Mais il faut une agriculture rentable et très technologique, et même avec de la manipulation génétique, je crains, parce on est le triple en nombre de gens que le maximum sur Terre, donc on doit se rétrécir d'une façon qui fera un peu de mal. Mais au moins aussi faire ça. Moins de viande, mais meilleure. Si la croissance est encore possible, elle ne sera que qualitative. Value creation, ça s'appelle in the Master of Business Administration, MBA, diplôme qui dit ce n'est pas la croissance quantitative, parce que ce n'est plus possible dans un système qui n'est pas infini en quantité, mais tu peux dire on va faire moins mais meilleur. Une fois par semaine, une viande succulente de bonne qualité, par des bovins qui ont choisi où ils vont manger les herbes et les plantes qu'ils aiment, et qui ont un tout autre goût que des bovins pleins de stéroïdes et d'hormones et d'antibiotiques. Donc ça, c'est un autre monde aussi. On se rapproche de nouveau de la nature, pas en y habitant. Tiny houses, c'est un désastre. Comment est-ce que tu vas collectionner les déchets? Il n'y a pas de système d'égouttage. Tu vas jeter ton white spirit de la belle peinture de fleurs que tu as peinte sur ton tiny house dans ton gazon. Ça ne va pas. Et ça, la Wallonie est presque aussi grave que la Flandre. J'appelle ça la carte des céréales. Quelqu'un avec une gueule de bois qui vient le dimanche matin de vomir tous ces céréales sur le drap blanc de la table, c'est ça. C'est 60% des gens qui habitent dans des fermettes et des villas. Les Belges, 2 tiers,
n'habitent pas dans des villes ni dans des villages. Et ça nous donne des records comme record d'heures d'embouteillage par employé, hectares de surface terrestre employée par famille, kilomètres de voirie par famille, kilomètres d'infrastructures, câbles, gaz, eau, électricité par famille. Public spending, donc les dépenses publiques dues à ce nuage de miettes, est énorme. Les taxes, d'ailleurs, sont les plus hautes dans le monde. Si tu gagnes 100 €, ton patron va payer 250 €. Et dans ce nuage, il est impossible d'avoir un transport en commun efficace et abordable en prix. Parce que tu as des milliers d'arrêts avec 2 gens par arrêt. Ça ne marche pas. Et l'État subventionne les embouteillages par la voiture salaire qui est déductible aux impôts et qui coûte à l'État fédéral 4 milliards par an, c'est un peu plus que la SNCB. Donc là, on voit déjà ce qui est pervers, plus le précompte immobilier qui est beaucoup moins cher pour les villas que pour les maisons en ville. Ici, on voit par exemple de la ville jusqu'à la villa au milieu de nulle part, le prix des équipements et des voiries et des égoutages et la longueur. Par bâtiment, on a 9 mètres de voirie et d'équipement en ville et ça va jusqu'à presque 90 mètres à Fermettegem au milieu de nulle part. Et là, on voit qu'on est en train de faire vraiment des idioties. Et ça, c'est à gauche, c'est le résultat d'un doctorat à la KU Leuven, que l'empreinte écologique totale avec tous les effets secondaires d'une villa passive au milieu de nulle part dans un lotissement est égale à celle d'une maison 2 façades 19e siècle non isolée en ville. Là, c'est grave. Que si tu ne fais rien en une vieille maison de 1880, elle est plus écologique qu'une villa passive au milieu de nulle part. Et aux États-Unis, ils ont calculé la grande villa avec terrain de tennis. Ah oui, c'est mieux ici, c'est parce que il y a des projecteurs qui érasent l'éclair, mais ici c'est bien visible. Ça, c'est par an l'émission en CO2, je parle un peu de climat aussi, par famille, c'est 8 tonnes et demi, presque 8,47. Ça, c'est vraiment rural sprawl. D'ailleurs, j'ai entendu le mot métropolisation du territoire belge. Non, c'est l'anti-métropolisation. Dans une métropole, tout est atteint à 10 minutes à pied. La Belgique est une anti-ville. 60% des Belges n'ont rien dans leur quartier, sauf des trampolines. Boucle des villes avec petites villas, c'est 5 tonnes 25. En bord de ville, maison 2 façades en densité déjà très haute, 4 tonnes, et un appartement dans une ville où tu n'as pas besoin de voiture parce que tout est dans ton quartier, c'est 1 tonne, 29. 7 fois moins. Avec le même degré d'isolation, hein. Mais beaucoup plus de mètres carrés habitables dans la grande villa que dans ton appartement, évidemment. Parce que maintenant, chez nous, on travaille avec des labels, A, B, C, D et F. Et on ne regarde pas si tu habites avec un couple sur 800 mètres carrés ou sur 60 mètres carrés. Donc, ce que tu consommes vraiment, les vraies émissions ne sont toujours pas connues. On vend des autocollants qu'on colle sur les façades. Et tu peux faire le fou, tu peux faire 200 à l'heure avec ta voiture électrique, la batterie sera vide après 100 km, on s'en fout. On n'est pas intelligent. En Flandre, ils ont mesuré Mobiscore, c'est-à-dire proximité des transports en commun, proximité des services nécessaires, crèches, écoles, magasins, culture, etc., pour dire, bon, quelle est la distribution? Et on voit que 60% des Flamands habitent avec des Mobiscore en dessous de 6. 60% des villas ne doivent jamais être rénovées. Tu dois activer un système de droit de construction que tu peux bouger. Dès qu'une villa est tellement vétuste qu'elle ne peut pas être rénovée, doit être démolie et reconstruite, tu la démolis et tu la reconstruis ailleurs, où tu vas créer avec l'autorité, avec tes planificateurs d'éco-territoire, des densités qui ne sont pas disponibles pour le propriétaire actuel, ni pour le secteur immobilier, ne sont pas à vendre. C'est comme des billets d'argent imprimés pour les gens qui ont laissé tomber leurs billets de 50 € dans le pot de peinture. Ils peuvent échanger avec une... Donc le nouveau billet d'argent, c'est un nouveau droit de construction sur un endroit
dans une centralité villageoise si tu aimes le rural, ou dans une petite ou dans une grande ville, mais pas dans des lotissements au milieu de nulle part. Parce que le lotissement que tu vois là, et tu vois la vie active et chaleureuse à midi pendant une semaine de travail. Hein? Il n'y a personne, sauf un cambrioleur qui ouvre la porte arrière. Et on voit ici la mortalité en accident de voiture en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. Depuis l'année 95 jusqu'à maintenant. C'est par 100 000 habitants par an. À Bruxelles, c'est une personne par 100 000 par an. Et en Flandre et en Wallonie, c'est 5 fois plus. Si je sors les villes, parce que les gens d'Anvers et de Namur font la navette à Bruxelles avec le train. Donc si je ne regarde que les lotissements, c'est presque un facteur 8 de mortalité dans le trafic par rapport à la centralité. Donc le lotissement, je l'ai dit comme Baumeister, on m'a presque crucifié, j'ai dit c'est criminel ce que la politique fait en autorisant encore des lotissements. Ça tue des gens. Et j'ai des études qui disent c'est pas seulement des accidents de trafic, c'est le pourcentage de gens obèses, le pourcentage de burn-out, étude canadienne, le pourcentage de divorce à partir de 45 minutes de temps de navette one-way, donc aller-retour 1h30 par jour, que tu connais de moins en moins ta famille, tes enfants, ton partenaire, plus de pauvreté, plus d'individualisme et plus d'incidence de Covid partout dans le monde. L'incidence de Covid, parce que les gens contaminés n'ont rien dans leur lotissement. Et la crèche n'est pas là où est le café, ni le docteur, ni le travail, ni la salle de sport, et tout est en voiture et à 20 km. Donc dès qu'il y a des contaminations, ça se multiplie sur des distances plus grandes et plus vite. C'est très simple. Un virus aime des gens qui se déplacent. Et on l'a vu, j'ai demandé les gens aux Nations Unies, hein, le nombre de COVID death rate en rural America était le double. Ça, c'est les quartiers anciens en Belgique. Les zones noires ne sont jamais dans les villes. Ce n'est pas les chiffres absolus, hein. C'est les pourcentages, les chiffres relatifs. Dans les villes, il y a plus de gens avec des cheveux et plus de chauves, parce qu'il y a plus de gens. C'est les chiffres absolus. La presse ne sait pas la différence entre absolu et relatif et n'a jamais vu ça. Et qui le savait ici ? Que le Covid était plus intense partout dans le monde en campagne. Personne. Ça, il y en a quelques... Je pense que ce n'est pas totalement correct parce que ces cartes ont énormément évolué au fur et à mesure de l'épidémie. Il y a eu des moments où c'était vraiment la ceinture des villes, par exemple. Donc, il y a eu des courtes vagues, mais la majorité le Johns Hopkins Institute, ici à gauche, a fait quand même une étude statistique des milliers de villes. Il n'y a pas de relation entre densité urbaine et incidence de Covid. C'est le contraire. Il y a eu quelques moments où il y a eu des vagues, mais c'est surtout le comportement. Ça dépendait aussi des mesures et du confinement. Mais en moyenne, partout dans le monde, en campagne, c'était pire que dans les villes. Parce que moi, j'ai toujours bougé dans un rayon de 200 mètres à Bruxelles. J'avais deux supérettes. Il n'y avait jamais plus que 3 personnes là, jamais eu des problèmes de pénurie de papier toilette ou d'eau. C'était simplement... Et la télé, je voyais des embouteillages de 500 personnes sur le parking du Carrefour. On les laissait entrer dans... Et là, j'ai dit, mais écoute, ça c'est des rassemblements de gens qui font la file pour aller acheter les trucs. On voyait que ça ne marchait pas très bien. Et en Amérique, on le sait aussi, c'est un website américain, Urban Sprawl, donc l'éparpillement spatial, Get Fat, Stay Poor and Die in Car Crashes. Et c'est un site web d'il y a 15 ans. On le sait là aussi, hein. 3-4 voitures par famille, les embouteillages, les autostrades, avec 10 bandes, 8 bandes, 12 bandes parfois. Plus que tu fais de la place pour les voitures, plus de voitures. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ne pas ça. Densifier les villages et les villes. Et les verduriser parce qu'une densité qui n'est pas attractive, tu peux pas attirer des mouches avec du vinaigre. Donc avant et après, c'est quand même autre chose en bas. Les systèmes d'égouttage d'eau pluviale devraient être interdits.
Je vois des villes qui sont toujours en train, parce que chaque investisseur privé doit calculer l'infiltration. Et la Flandre, Bruxelles et la Wallonie, il y a 20 ans, se sont écrit une très belle dérogation que l'espace public n'est pas obligé à le faire. Et ça devrait être nécessaire d'avoir, par exemple, là, à droite en haut, des noues partout au lieu des égouts. Pour l'eau pluviale, tu peux facilement infiltrer, sauf si tu es sur de l'argile, alors tu dévies vers un bassin et tu fais infiltrer un peu plus loin. En bas, à Malines, c'est une rue de shopping. Hein. Il n'y a plus d'égouttage et la voirie en pavé termine tout de suite dans des bacs à plantes avec l'eau pluviale. C'est facile, c'est moins cher. Hein. Chaque kilomètre de voirie sans égouttage est beaucoup moins cher. La plupart de nos solutions sont moins chères de continuer à faire ce qu'on fait maintenant. Par exemple, au milieu d'un boulevard à Paris, et même entre les Halles et la Bourse, le nouveau musée, il y a maintenant des zones de gazon qui sont de temps en temps clôturées pendant quelques semaines, zones de repos pour la nature en ville. J'ai pris cette photo moi-même. Le parc Léopold, derrière le Parlement européen, j'y habite 17 ans maintenant, et j'ai vu, je m'y promène de temps en temps, tiens, j'ai l'impression que ça a changé, je vais chercher des photos sur Internet d'il y a quelques années. Je les ai trouvées et j'ai pris mon trépied, je suis allé sur le même endroit l'été passé pour prendre la situation actuelle, pour pouvoir comparer avant et après. Et là, on voit que simplement réduire la maintenance, laisser pousser les roseaux, moins tondre, tu changes les berges qui dans le passé étaient des crottes de canard, de la boue et un peu de gazon et des morceaux de pain sec, dans des zones d'habitat pour les amphibies, et on a vu que le nombre d'oiseaux migrateurs dans le parc Léopold a presque doublé. Et c'est moins cher en maintenance. Ça attire beaucoup plus de piétons et d'enfants qui vont voir les canetons et les animaux. Donc c'est quelque chose qui rend la ville beaucoup plus attractive et beaucoup plus vivable et beaucoup plus humaine. Réensauvager ton propre jardin, c'est le seul ici qui en profite avec un pastis dans son transat. Les autres sont en train de tuer tout ce qui bouge, tout ce qui fait caca et tout ce qui creuse dans leur gazon. Avec des glyphosates, avec des trappes, avec une merde chimique, avec des tondeuses. On est malade, hein? Si tu te promènes en campagne, tu vois des gazons, ou des gens qui ont changé le gazon avec du gravier. Ça pousse moins, c'est moins d'entretien. Parce qu'ils ont aimé la nature, c'est pour ça qu'ils sont venus habiter là, tout près de la campagne. Et donc tu as tué tout ce qui était en train de pousser, les arbres, parce que c'est embêtant pour le chantier de ta villa. Et puis chez Aldi, on te vend des clôtures, de la semence de gazon, un karcher, et il te manque quand même des animaux, mais pour 7,99 €, on vend des animaux chinoises qui fonctionnent sur des panneaux photovoltaïques dans leur dos. Lichtgevend tuindiertje op zonnecellen. Et donc ta villa, le long de la rivière, pas celle à gauche, mais à droite. Clôture interdite, sauf derrière ta villa. Une petite zone en gazon pour ton chien et tes gosses. Et le reste, des corridors de migration pour la faune. C'est facile. Mais la peur électorale, j'ai dit ça à un bourgmestre, interdire les clôtures et réensauvager. Il dit, non, ça on ne va jamais me réélire. Et ça, c'est le problème. Nous cuisinons, la politique cuisine comme des parents qui donnent aux enfants le choix de ce qu'ils vont manger. Donc des frites, des chips, du chocolat, Coca-Cola, des bonbons. Et tu as des petits-enfants gâtés, pourris, obèses, avec des dents tout à fait trouées. Mais ils n'aiment pas l'autre chose. Il n'y a pas de support pour la salade. Eh bien non, il n'y a pas de support. Il faut créer du support, il faut éduquer. Un politicien qui n'a pas le courage de devenir un parent pour sa société est tout à fait nul. Un designer qui fait de la conception d'éco-territoire, qui n'a pas le courage de démolir des lotissements, ne va rien changer. Où est le loup au Brabant si tu ne réensauvages pas le Brabant? Où va-t-il trouver des proies au lieu de merdre des poneys et des brebis, s'il n'y a pas assez de terrain pour des proies? Donc,
Recycler nos bâtiments au lieu de construire encore dans des zones vertes. Mon bureau a refusé depuis presque 20 ans de construire des 4 façades et aussi de refuser de construire sur des terrains, des friches vertes qui n'étaient pas déjà construites. Donc que des centralités de villes, de grandes villes et de petites villes, pas de villages, pas de hameaux certainement pas, et pas au milieu de nulle part. C'est facile. Les revues de design de villas modernistes au milieu de nulle part qu'on fait maintenant, c'est comme des magazines de chirurgiens qui vous expliquent des techniques sans cicatrices pour amputer la bonne jambe au lieu de la mauvaise. Tu dois, le code déontologique de l'architecte dit que l'intérêt commun est plus important que l'intérêt privé de ton client. Tu dois servir le bien et l'intérêt commun de la société et de la nature. Tu devrais refuser. Recyclons nos monuments. Tu vas de nouveau voir des jeunes dans l'église. Ça, c'est un spar dans un théâtre classé à Venise. Pourquoi est-ce qu'aller au supermarché devrait être banal et moche, si ça peut être au milieu des fresques, dans un lieu culturel, protégé comme monument? Est-ce que tous les monuments doivent être punis en devenant des boîtes vides pour des touristes qui sont moitié ivres pour aller visiter 5 minutes? Ou est-ce que le patrimoine doit vivre de nouveau dans notre société? En Flandre, ils vont interdire les éoliennes dans un rayon de 3 km autour des cimetières de la guerre. Je dis, ça c'est stupide, il ne faut pas les mettre dans les cimetières. Mais j'aime emmener les cimetières dans le paysage énergétique des éoliennes que dire que notre futur vert et écologique ne peut pas être confronté avec notre passé de guerre. Un patrimoine qui n'est pas avec nous dans le futur est un patrimoine mort. C'est de la taxidermie au lieu de la gestion de patrimoine. Et donc les silos ruraux comme ici à Aarhus en Danemark, il faut les activer, c'est devenu un bâtiment. Une tour d'habitation dans une petite ville rurale. Et donc, dans les éco-territoires, tu dois oser poser la question, comment est-ce qu'on peut construire une tour d'habitation à Tourine-la-Grosse? Et tu vas faire péter toute la paix communale. Parfois, il ne faut rien faire. Toutes les forêts autour de Charleroi se sont construites spontanément parce qu'on était par hasard absent après la clôture des mines et des usines d'acier. Ici, je vais vite sauter, ici à gauche, tu vois le bassin d'eau douce au sud-est de Bucarest, ça s'appelle. Et on n'en avait plus besoin et Ceausescu avait en Roumanie l'idée d'en faire un parc un peu comme un Walibi. Heureusement, on l'a fusillé juste à temps et on a oublié le projet. Et 30 ans plus tard, on a vu, et c'est ça. Ce n'est pas le résultat de planter ou d'investir. Hein? On n'a rien fait. On a oublié, on revient et on dit « waouh !» Et ça, c'est quelque chose que la transition écologique pour la biodiversité sera trop cher. Eh bien non, tu dois apprendre à t'en aller et ne rien faire. Et c'est le plus difficile pour nous et on cherche des excuses. Donc ici, on a inséré des sentiers qui donnent l'illusion que tu peux arriver et voir tout. Et c'est moins que 10% de la surface. Tout le reste, tu es jusque-là dans la boue, tu ne peux pas marcher de là. Et c'est protégé, c'est une réserve UNESCO même pour le moment. C'est plein de gens le week-end, sur les sentiers, dans les cabanes d'observation, dans les tours, dans les cabanes pour photographes. Ça vaut la peine de faire ça. Ça, c'est Wezenbeek-Oppem, tout près de Bruxelles, un parc avec un écosystème surtout pour les souffleurs de feuilles. C'est une espèce jaune ou orange. Et il y avait 2 terrains de foot, on en a gardé un. Mais il y avait un problème, un affluent de la Woluwe était dans un tuyau en béton ici sous le gazon. On a dit qu'il y a des problèmes en amont et en aval avec des inondations, pendant des grands orages. On doit ouvrir la rivière et faire de nouveau les méandres. Et donc la petite maison que tu vois ici avec le petit châssis carré et le mur en béton gris, c'est ça, le mur en béton gris et la petite fenêtre carrée. Ici, la photo est prise dans l'autre direction. Donc ce virage ici, il est là.
Donc c'est de là, regardant ici, que la troisième photo a été prise. Et donc 2 ans plus tard, on voit de nouveau, et c'est toujours le même truc. La majorité des berges ne sont pas accessibles pour l'espèce humaine. Mais tu ne le vois pas. C'est comme dans les Hautes-Fagnes, tu restes sur les caillebotis, tu peux aller partout, pour autant que tu restes sur les sentiers. Et donc il y a des milliers de touristes dans les Hautes-Fagnes, mais qui restent sur les caillebotis. Et c'est donc un système, on donne la grandeur et la perception de la nature parce que la nature a besoin de publicité. Les gens s'amusent vraiment et en même temps tu la protèges. Ça, c'est un open oproep que j'ai fait en tant que bourgmestre la dernière année de mon mandat. C'est une compétition pour le grand marché de Sint-Niklaas. Il y avait un parking ici, un polygone avec une toiture en béton. Le centre était de la terre pleine et les bords avec les terrasses des cafés aussi. Donc là, on a planté 270 arbres et au milieu des pâturages avec de l'herbe très, très haute. Et on va commencer bientôt avec le chantier. Et c'était une taque de cuisson, hein, à gauche. C'était du béton, de l'asphalte et de la pierre naturelle. Et en hiver, c'était presque froid comme un trou de vent. Donc là, on voit aussi qu'on peut faire ville et faire vie en même temps. Pour moi, ça c'est aussi un écoterritoire. Dans un écoterritoire, il y a des écocités et des écovillages. Je viens de visiter il y a 1 an et demi, en Corée du Sud, Séoul, où ils avaient une rivière qui était devenue un égout fécal de 20 mètres, 4 kilomètres. Il y avait même un toit dessus contre l'odeur et il y avait une autostrade de 5 km qui parcourait la ville. Ils ont réouvert tout, ils ont fait l'assainissement total de cette rivière, ils ont réensauvagé, la moitié des berges ne sont pas accessibles, l'autre moitié est un sentier où on fait des promenades sublimes pendant 4 km. C'est plein d'aigrettes et des hérons, c'est plein de poissons. Au milieu de Séoul, une ville avec la population presque de la Belgique, 10 millions de gens. Chez nous, c'est 11 millions. En Londres, c'est 14 millions. Donc, dire que nous, on a besoin de tellement de lotissements, c'est... Là, tu vois que ça peut faire ville et vie en même temps. Ça, c'est un écoterritoire. Hong Kong, une densité... 16 390 habitants par kilomètre carré. Pas calculé sur la zone avec les tours, c'est calculé y compris les zones vertes. Quand même, 38% de la surface de Hong Kong Island est de la nature protégée sauvage. Ils se sont fait mal en voulant habiter dans des cages à lapins trop chères dans les tours. Ce n'est pas un exemple pour nous. On n'a pas assez de gens pour peupler 10 ou 20 de ces tours. Mais... dire que chez nous, 5% de nature est le maximum, je ne comprends pas. C'est facile de faire 30 ou même 50% en Belgique, pour autant qu'on monte à 10 étages et pas à 100 étages comme ici. Et que la bordure entre le monde humain et la nature est plus claire. Oui, mais on fait part de la nature, on veut habiter dedans. Non. Il y a des crocodiles, il y a des loups, il y a des ours, il y a des choses qui nous piquent, qui nous mangent. Si tu réduis la nature à une ferme pour enfants, oui. Mais la nature est violente et dangereuse. Elle a toujours été et doit de nouveau le redevenir. Autrement, on est en train de se faire des illusions. C'est un parc d'attractions, ce n'est pas la nature. Et les écoterritoires, j'ai vu des projets de fin d'études, il y en a trop qui font la réactivation d'une vieille abbaye, comme une microbrasserie ou un peu de fromage et une pompe à chaleur écologique, et c'est fait. Voilà, on est prêt, on a un écoterritoire. Non. C'est du chipotage dans la marge. J'ai convaincu Aquafin, qui a à peu près 328 stations d'épuration d'eau, des petites et des grandes. J'ai demandé, parce qu'ils étaient dans un open oproep avec le bourgmestre, ils étaient une compétition pour un nouveau siège. Je les ai demandé qu'est-ce qu'on va faire avec le paysage autour, est-ce qu'on ne peut pas faire un jardin sauvage. Et j'ai demandé à propos, qu'est-ce que vous faites autour de toutes vos stations d'épuration, les cercles. Ah, c'est clôturé, on tond le gazon. Est-ce qu'il faut clôturer? Oui, peut-être le serveur et les bouteilles à oxygène qui peuvent exploser, mais ça c'est 4 mètres de clôture. On pourrait déclôturer. Et quoi si vous arrêtez de tondre et vous essayez de ne plus rien faire? Mais vraiment rien, sauf sortir les déchets et les matelas.
qu'on a jeté dedans. Ils ont dit on va tester ça et maintenant ils font déjà des conférences là-dessus. Par grand site mélangé entre 1 000 et 8 000 euros par an. Disons que les sites où c'est possible, c'est un tiers, c'est une centaine de sites. Donc tu as vite un demi-million d'euros par an que tu gagnes en maintenance qui n'est plus nécessaire. Et l'explosion, tu vois ça devient des jungles impénétrables. En fait, c'est une clôture. Tu ne peux pas t'y promener. C'est plein d'animaux et ça devient très dense. Et ils sont très contents maintenant, disons, on sauve une fortune, il n'y a plus de Roundup, il n'y a plus de glyphosate, on n'a plus besoin de rien du tout. Donc de nouveau, c'est facile de ne rien faire et de s'en aller. On voit ici, à Thaïlande, un parc qui est une éponge d'infiltration. Et ce n'est pas par hasard que le sentier le plus pratiqué est tout près du marais, mais pas en contact avec les oiseaux et les animaux qui sont là. Donc il y a des zones des sentiers d'entretien, là il y a un sentier qui est accessible, mais c'est un mélange de nature et de parc. Donc il faut aussi de la détente pour nous, il faut des pistes pour faire son jogging, etc. Mais il faut donc toujours un jardin, au minimum un tiers, que tu ne fais plus de maintenance, tu laisses décider la nature. On l'a vu à Tchernobyl, qui maintenant malheureusement est en zone de guerre. C'était la zone la plus biodiverse après l'absence humaine, après le désastre nucléaire. Et ce qui était spectaculaire, c'est après 3-4 générations, les variantes des espèces n'étaient plus des loups ou des cerfs avec 7 pattes qui boitaient, mais c'était devenu des individus qui résistaient à la radiation. Parce que les mutations sont aléatoires et la nature fait des monstres qui sont bouffés par les loups, qui boitent, qui résistent. Et donc, il y a toujours statistiquement des mutations qui sont plus résistantes. Et donc, on a vu une résilience très forte dans ces espèces, très vite. Et sur le pavillon de la Biennale à Venise, le gagnant qui va être installé, c'est Bas Smets en 2025, qui va faire une petite forêt dans le pavillon, il ne va pas montrer du design néo-postmoderniste ou du bazar d'esthétisme et de maniérisme, mais il va parler de nature comme une tâche aussi pour ceux qui font de la conception spatiale. Donc, 2 dernières diapos. Comment les critères pour les écoterritoires land use? Toujours penser nature autonome, réensauvagement, un mélange avec accessibilité et non-accessibilité. Il faut faire la pub pour la nature et la protéger en même temps. L'eau, aussi bien l'infiltration que surtout le stockage d'eau et d'eau douce. Il n'y a pas assez, il n'y a que 3% des eaux sur Terre qui sont douces. Et ce n'est pas assez pour tous les vertébrés et toute l'humanité et toute l'agriculture, pour autant que nous sommes 8 milliards. Donc ça aussi, c'est un seuil qu'on a dépassé et une raison pour diminuer le nombre aussi vite que possible. Donc agir sur le capitalisme et sur la pauvreté. Pas en jetant les dés du communisme, mais d'une toute autre économie. Donc économie coopérative, donut économie, pas plus grand que les limites planétaires et pas en dessous d'un seuil qui est désirable pour monsieur et madame tout le monde, comme une vie décente et humaine. L'agriculture, moins de viande, moins de nourriture pour bétail. Et donc l'agriculture dans ton écoterritoire ne peut pas être l'architecture de nos jours. Et la gouvernance, donc une démocratie basée sur des données et surtout aussi un écoterritoire qui, dès le début, installe un système de monitoring de données, d'actualisation de données. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'il marche? Qu'est-ce qui est dysfonctionnel dans mon écoterritoire? Comment est-ce qu'on peut changer les décisions? Le système légal en Belgique, c'est quelqu'un qui veut aller à la Provence, en vacances, au sud de la France, il dit « Les prochaines 9 heures, je vais rouler 70 à l'heure avec mes volants 2 degrés vers la droite. » Ça, c'est l'accord du gouvernement. Tu fais rien. Tu dois, dans les embouteillages, ralentir, accélérer, changer de direction. Tu rates une sortie, ton GPS va te recalculer des autres vies. La science, les universités doivent devenir le GPS de la politique. On l'a vécu une seule fois. Pendant la pandémie, les virologues disaient aux politiques, votre système sanitaire dépend
des soins intensifs. Et dès qu'on dépasse 70-80% de lits Covid, il faut des mesures plus sévères parce que tu as besoin de 20-30% de tes lits pour d'autres cas urgents, autrement ça va écrouler. C'est clair. Et ils ont écouté les virologues. Et la population dit, mais ces virologues s'en foutent, chaque 2 semaines ils changent d'avis. Non, ils roulaient comme quelqu'un dans une voiture, un peu plus loin, un peu plus vite, un peu à gauche, un peu à droite. Et Mark Van Rans, je me rappelle, il a dit, dans les 3 ans, le Covid, ça devient un rhume. Parce que les mutations, un virus aime des gens contaminés qui ne sont pas trop malades pour qu'ils puissent ne pas mourir et bouger loin et vite. Ce sont les variantes qui ont le plus de succès. Et donc chaque variante était moins agressive, moins mortelle et garde le hôte qui le porte aussi mobile que possible. Parce que les rhumes classiques de nos jours, ce sont aussi des virus genre Covid. Donc, déjà la 2e semaine sur la télé, les virologues ont dit en fait, dans 3 ans, c'est fini. Tout le monde dit, comment est-ce qu'ils le savent? Non, c'est assez inévitable. Bon, gouvernance, donc le monitoring et le mapping, et la science a son rôle là. Sans GPS, on voit ça à Bruxelles avec les 19 communes, on voit ça en Belgique avec 7 gouvernements, des régions, des communautés, etc. Nous sommes un autobus avec une quinzaine de volants et 20 ivrognes et ça ne roule pas. On a un problème pour chaque solution. Et c'est l'inverse. Voilà, donc vous pouvez le lire plus tranquillement, tout sera distribué, ça sera enregistré aussi. Je cherche un pessimisme optimiste. Et ça, c'est important pour le narratif aussi, si vous allez parler et décrire les écoterritoires. Donc, arrêtez par bleu de parler seulement du réchauffement. Carbon Tunnel Vision ne va pas nous sortir du gouffre. Parlez de tous les problèmes, donc land use, overexploitation of species, pollution, consommation d'eau et évidemment aussi les émissions. Puis, j'ai vu le film des écoterritoires, Nos territoires. Je dis, ah non, c'est pas vrai, c'est pas bien de le dire comme ça, parce que c'est pas à nous. L'air de la planète est un common. Tous les êtres vivants ont besoin de respirer, la plupart. Et donc, dès qu'un territoire est 100% à nous, ça ne peut pas devenir un écoterritoire. Donc, inclure toujours la nature, le danger, le sauvage dans ton discours. Si vous faites des dessins, pensez ours, loup, chevreuil, marcassin, ou les grands, c'est quoi en français? Everzwijn? Sanglier, oui, c'est ça, oui. Et donc, c'est venu beaucoup trop tard pour des histoires qui sont sages et qui ne sont pas effrayantes. Parce que souvent, ces histoires et ce narratif est incomplet. J'ai peur de me faire opérer par un docteur optimiste. Un chirurgien qui est réaliste et même un peu pessimiste. Ce n'est que le pessimiste qui va atteindre l'autre côté du désert parce que c'est le seul qui a emmené 2 bouteilles de réserve de boissons. Et donc un réalisme confrontant n'est pas démoralisant. Il faut faire la trouille aux gens. Le seul moment où on s'est arrêté de prendre l'avion, c'est peut-être parce qu'on avait peur de mourir de Covid. Soudain, pendant 1 an, tous les avions sont restés à terre, presque. Ce n'est pas parce qu'il y a des messages optimistes. Hein. C'était impossible de mettre en question l'aviation. C'était trop important pour l'économie. Oui, il y a des émissions, mais écoute, il faut quand même gagner son pain. Et dès que monsieur et madame tout le monde ont peur de périr, de mourir, soudain, ils peuvent agir. Oui, on est basé sur les calamités, c'est parce que les phénomènes sont à long terme. Ça va durer encore mon temps, donc je m'en fiche. Si l'académie, la science ne communique pas les vrais chiffres, et je dis toujours faire des clubs de fumeurs de cigares dans des crèches est beaucoup moins nocif que des lotissements.
Et tout le monde croit que fumer des cigares dans une crèche, c'est irresponsable. Mais 8 fois plus de morts dans des lotissements que dans des villes, ça, on ne le croit pas, on ne l'a pas vu, on n'a pas vu l'incidence de Covid, etc. Donc, en plus, donc, un réalisme, et en plus, des discours qui confrontent, mais qui donnent de l'espoir, qui donnent des solutions, et la solidarité. Pas seulement pour le stockage des déchets nucléaires, mais pour une économie inclusive, pour une économie avec des actionnaires qui sont des coopérants. Ça serait un tout autre monde. Donc le problème est entre nos oreilles, la solution est assise à côté de vous, ce sont les autres. On va travailler ensemble. Donc j'ai quand même l'espoir de vous avoir donné un peu d'espoir à commencer à travailler là-dessus. Merci beaucoup.